Et comme le temps passe, contrairement à ce que pensent les théoriciens B, je vais en profiter pour introduire le dernier intervenant de cette première journée de colloque, Philippe Huneman, qui est directeur de recherche CNRS à l'Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques et enseigne la philosophie des sciences à l'Université Paris 1 Sorbonne. Philosophe de la biologie, il a publié sur la biologie évolutive et l'écologie et sur les modalités explicatives en biologie, ainsi que sur les relations entre métaphysique et biologie. Alors, parmi ces nombreuses publications, on mentionnera l'ouvrage Métaphysique et biologie, chez Quimet en 2008, ainsi que le volume collectif Temps de la nature et nature du temps aux éditions du CNRS l'année passée. Son exposé, peut-être je vais donner le titre, aujourd'hui s'intitule « Un pluralisme modéré pour le temps des sciences de la nature, irréversibilité, échelle de temps et dépendance au modèle ». Je ne suis pas du tout un métaphysicien du temps, donc je vous remercie d'autant plus de l'invitation. Et au départ, je me suis dit que j'allais un peu parler de la manière dont Anouk a parlé de ce que la philosophie des sciences pouvait apporter à la métaphysique du temps, sauf que moi je fais de la philosophie de la biologie et non pas de la philosophie de la physique, et que donc la philosophie de la biologie est beaucoup moins armée pour s'occuper de questions de temps. Et je me souviens que donc j'ai coordonné ce volume avec mon ami Christophe Bouton, qui est spécialiste de questions du temps, en particulier dans la philosophie plus ancienne et puis en physique maintenant. Et on a eu la chance donc d'avoir parmi les gens qui ont écrit dans le volume Anouk et Vincent Ardouin, qui est quelque part dans la salle de la physique, et puis Jean Gaillon. Et quand j'avais parlé à Jean Gaillon, donc qui nous a quittés malheureusement l'an dernier, de ça il y a très longtemps, il m'avait dit oui, mais alors le temps c'est pas du tout un sujet de philosophe de la biologie, ça n'a rien à voir avec, c'est vraiment quelque chose pour les physiciens, ça c'est pas pour nous. Bon, il a quand même écrit un chapitre dont je parlerai d'ailleurs sur le temps dans ce volume, qui est un chapitre important. Mais alors, mon Dieu. Donc, vous avez des images et tout. Parce que quand vous faites de la philo des sciences, en fait, vous avez des images. Ça, c'est bien. C'est comme les scientifiques. Vous n'avez pas que... Enfin, bon, à nous qui a réussi à faire ça. Mais vous arrivez à essayer de montrer des trucs et tout. Donc, je vais réessayer avec le PDF. Voilà. Je suis vraiment désolé. J'ai eu une clé qui marchait très bien il y a 2 jours. Donc, je vais faire sans. Hein. C'est pas grave. Donc voilà, ma question c'est dans quelle mesure, au départ, hein, c'était ce qui était annoncé, dans quelle mesure, à partir de la biologie et de ce que dit de la manière dont la biologie représente et traite le temps, on pourrait informer des questions de philosophie, de métaphysique du temps. Je n'ai aucune réponse, je n'ai pas vraiment avancé, mais néanmoins, vous savez, néanmoins, ça fait assez longtemps donc, que je me posais vaguement ce genre de questions sur le temps dans la biologie. Et puis donc cette conférence me donne un peu l'occasion de faire ça, parce que généralement, finalement, on se noie assez vite dans les choses techniques. Donc on parle pendant des années sur le fait est-ce que la théorie neutre en écologie est une hypothèse nulle ou un modèle nul. Et puis à un moment donné, on oublie presque qu'on fait de la philosophie et qu'on fait partie d'une tradition où les gens se demandent si le temps existe et s'il est en nous ou en dehors, ce qui est quand même d'une magnitude un peu plus élevée. Donc, cette conférence me donnait un peu l'occasion d'aborder ces questions-là. Ça veut dire que je ne traite pas exactement ce qu'il était question dans mon abstract, mais je vais traiter de les manières dont certaines théories en biologie on traite, représentent le temps. Voilà. Donc, alors cette fois-ci, normalement, ça devrait être bon. Et donc le temps, je pars de la définition d'Aristote, hein, parce que j'ai essayé de faire de la vraie philosophie. Et donc le temps, c'est le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur.
Et mouvement au sens d'Aristote, c'est évidemment beaucoup plus que le mouvement local. Hein. C'est les plantes qui poussent, les fruits qui pourrissent, c'est tout ce genre de choses, kinésis. Et même dans... Alors, si on voulait être provocateur, on pourrait presque dire que la science moderne est aristotélicienne elle aussi, puisque quand vous faites de la mécanique, hein, bon, alors je ne vais pas au degré de sophistication des théories qu'étudie Hanouk, hein, mais moi, donc, quand j'ai appris la physique, on cherchait à faire des équations différentielles, on formulait tout en termes de dx sur dt, hein, dérivé par rapport au temps. Bah, le nombre du mouvement selon l'antérieur et le postérieur, ça peut philosophiquement saisir ça, cette omniprésence des équations différentielles sur le temps. Et le fait est que la philosophie elle-même, ce lien entre mouvement, donc ce que Aristote appelle physique, hein, c'est ça, la physique c'est les sciences des choses en mouvement, et temps, la philosophie contemporaine, quand on lit des choses sur le temps, on l'a toujours, c'est-à-dire que la philosophie contemporaine, la métaphysique du temps, quand elle regarde une science, en général c'est la physique, c'est par exemple les questions sur l'univers bloc, qui regarde la théorie de la relativité, ou c'est les questions sur l'émergence du temps à partir de la thermodynamique, très exactement l'émergence du temps irréversible à partir de processus qui, en eux-mêmes, suivent des lois totalement réversibles, en particulier les lois de Newton appliquées aux particules. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on s'intéresse au changement biologique, c'est-à-dire à d'autres types de changements que le mouvement local qui est quand même au centre de la mécanique newtonienne? Alors, le changement biologique, je pars de là, il y en a plusieurs, et ils ont plusieurs échelles, et... Trop fort. Et... le brancher. Ah mais oui, le brancher, voilà. On pense à tout, mais ça, on ne pense pas. Ils ont plusieurs échelles et plusieurs unités. Alors, les deux unités, en général, c'est les individus et les populations. Alors, plus précisément, il y a au moins quatre grandes espèces de mouvements ou de changements biologiques. Hein. L'embryogenèse, c'est les individus qui se développent, les individus ordinaires, sympathiques auxquels on pense quand on pense à la biologie, ils passent du stade du zygote au stade de l'organisme multicellulaire. Les autres, ils intéressent les philosophes de la biologie, mais les gens normaux s'en fichent un peu. L'évolution, hein. Alors j'en parlerai beaucoup parce que je connais un petit peu, mais donc j'ai fait le choix de parler de ce que je connais un petit peu, mais qui est quand même assez plus loin du sujet que du sujet lui-même, auquel en fait je ne connais pas grand-chose, donc j'aurais dit vraiment des bêtises. Les extinctions, les diversifications, l'histoire de la vie au sens large, ou la chose dont on entend beaucoup parler quand même en ce moment, la dynamique des écosystèmes, hein, qui s'effondrent, pour résumer, spoiler. Donc, je dis, l'uniformitarisme, c'est cette idée que toujours, en tout temps, à toute échelle, les mêmes causes ont lieu. Et je dis, en fait, c'est pas évident de présupposer ça a priori. Hein. Et même si je dis l'uniformitarisme fort, c'est dire tous les processus, à toutes les échelles, dans tous les changements, c'est les mêmes processus qui ont lieu avec, en gros, le même degré d'importance relative. Hein. On pourrait, à la limite, postuler un uniformitarisme faible, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes causes à toutes les échelles, toujours les mêmes processus, mais c'est pas les mêmes qui dominent. Bon, en tout cas, on peut pas savoir a priori. Voilà. Mais et à partir du moment où on ne présuppose pas l'uniformitarisme fort, il faut aborder ces changements de manière théorique avec des modèles et des présupposés théoriques différents. Alors, voilà, c'est une image. Il y a les différents types de changements biologiques, et c'est ça que je veux dire, qui se diffèrent selon leurs unités. L'évolution, c'est des populations, le développement, c'est vous, moi, mon chien, si j'en avais, un crabe, c'est des individus. Bon. Et ce changement, cette différence d'unité du changement corrèle avec une différence de l'échelle du changement. Le développement, généralement, va, pour dire bêtement, hein, moins vite que l'évolution, qui est une histoire de population. Et l'évolution va moins vite que d'une population va moins vite que l'évolution d'un écosystème qui est une population de population. Tel arbre, telle espèce d'arbre, telle espèce d'animaux, etc. Alors, de quoi je vais m'occuper ici? Très naïvement, puisque, encore une fois, par rapport au temps, je suis assez naïf, il y a deux intuitions sur le temps. Hein. Le premier, c'est Goya, hein, Saturne dévorant ses enfants, le temps est un grand destructeur. Et puis le deuxième, c'est le temps qui crée. Hein. Alors j'étais très content parce que Vincent Grandjean en a parlé ce matin, hein, et c'est Bergson, il n'y a pas que Bergson, mais c'est quelque chose dans la tradition forte. Le temps, vous savez, il faut... la durée est incompressible, avec cette métaphore sublimissime de Bergson sur il faut laisser le temps dans un verre d'eau, il faut que le sucre fonde. Et personne ne m'a jamais expliqué pourquoi on mettait du sucre dans l'eau, en fait. Mais, voilà. Donc,
Moi, je vais parler entre les deux, il y a les philosophes qui disent que le temps n'existe pas, mais ça, j'en parle pas non plus. Donc, je vais parler plutôt de cette idée de temporal becoming, qui en fait advient de deux manières, simplement en biologie. La première, c'est l'épigénèse. Vous savez, la phrase extrêmement célèbre, prenez un œuf de Diderot, vous renversez toutes les écoles de théologie. Ouais, parce que l'œuf, c'est vraiment la création au niveau même de la vie de tous les jours, pour dire vite. Et puis, l'autre, c'est cette idée très générale que dans l'évolution darwinienne, on a du nouveau, on a de l'inattendu, on a de l'émergent. Je ne fais pas une liste des auteurs qui disent ça. Et curieusement, ça s'oppose à un autre aspect, à l'aspect plutôt destructeur du temps, qui est métaphoriquement abordé dans le second principe de la thermodynamique sur la croissance de l'entropie. Donc, je parle de ça, de lien entre la biologie et la créativité du temps. Alors, ce que je parlais dans mon titre, de ce que je nommais le pluralisme au sujet du temps, ce serait l'idée que toutes les questions métaphysiques sur le temps, en tout cas, ne se résolvent pas par un examen de la physique, où la physique n'est pas le seul bon interlocuteur, et à nous qu'à bien traiter des conditions sous lesquelles la physique serait un bon interlocuteur pour la métaphysique. Et c'est vrai que certaines des questions qui intéressent les métaphysiciens, comme par exemple la réversibilité, sont des choses qui intéressent, qui existent, qui se voient dans la biologie. Par exemple, il y a une loi qu'on appelle la loi de Dollo, qui n'est pas une loi, c'est une règle selon laquelle ce qui a eu lieu en paléontologie, ce qui a disparu ne revient pas. Bon, alors on discute beaucoup du statut de ça. Puis il y a des phénomènes d'hystérésis, qui sont les phénomènes où c'est réversible, mais en fait, on ne peut pas revenir de l'état B de l'état final vers l'état initial par le même chemin. Il faut un autre chemin qui demande beaucoup plus de travail. Ce que je vais raconter est très tributaire d'une publication qu'on a fait. Alors, c'est pas exactement le même livre, mais ça se ressemble un peu. C'est pour ça que ça a le même titre, avec mon collègue et ami Christophe Bouton. Et il y a ceux qui se... Voilà, donc il y a des choses qui sont inspirées par les chapitres de ce livre. Les choses robustes dans ce que je vais dire seront de cet ordre. Puis les autres, c'est de la création spontanée. Donc, je vais parler d'abord du développement, puis de l'évolution, selon une distinction classique en biologie, puis du rapport entre les deux, c'est-à-dire en fait de tentatives qu'on a faites de manière récurrente dans l'histoire pour lier les deux, qui sont des changements avec des échelles de temps et des unités différentes. Puis je vais essayer de parler de deux choses, en fait des couplages et des découplages d'échelles de temps, de leurs aspects métaphysiques et méthodologiques. Voilà. Donc, classiquement, on distingue depuis Ernst Mayr les biologies en termes de biologie des causes ultimes et biologie des causes prochaines. Les causes prochaines, c'est, si vous prenez un phénomène, ce qui se passe dans un individu à l'échelle de sa propre vie et qui explique la chose que vous voulez expliquer. Par exemple, son développement, par exemple son système nerveux, par exemple éventuellement sa propre biologie moléculaire. Et les causes ultimes, c'est la réponse à pourquoi cet individu a, par exemple, la configuration génétique qu'il a, pourquoi il a le système développemental qu'il a, et c'est des causes qui renvoient à l'évolution de son espèce. Voilà. Donc c'est juste une division assez classique qu'on fait entre la biologie qu'on appelle évolutionnaire et la biologie qu'on appelle parfois fonctionnelle. Bon. Et alors dans cette biologie fonctionnelle qui considère les causes qui ont lieu dans l'histoire de vie d'un individu, il y a donc ce qu'on appelle parfois ontogénèse, parfois embryogénèse, parfois développement, ce qui est l'objet de ce qu'on appelle maintenant la théorie du développement, qu'on appelait pendant assez longtemps l'embryologie. Les biologistes distinguent, et c'est assez essentiel, le développement, qui est un individu, le processus par lequel un individu devient adulte, reproducteur, et l'hérédité, qui ne concerne pas les individus, mais qui concerne les traits des individus. Et c'est le processus de la transmission des traits des individus de génération en génération depuis très longtemps. J'en parle, donc dans le développement, ce qui compte, c'est donc le développement. Dans l'évolution, ce qui compte, c'est l'hérédité. Et la thèse de théorie de l'évolution classique, c'est le développement ne compte pas dans l'hérédité. Peu importe comment, par exemple, une drosophile passe de l'état zygote à l'état adulte, ce qui compte, c'est les traits qu'elle transmet à ses descendants. D'où l'adage des biologistes, les individus n'évoluent pas. Personne n'évolue, c'est une absurdité. Les espèces évoluent, les individus se développent. Voilà. Et les explications qu'on produit dans ces deux types de sciences, en biologie évolutive et en biologie fonctionnelle et en particulier du développement, ne sont pas les mêmes. En biologie évolutive, on explique assez souvent, même toujours par des explications populationnelles, c'est-à-dire des explications qui partent du fait que les individus sont distincts dans une population. Et puis certains, alors la sélection naturelle, c'est le fait que certains se reproduisent plus que d'autres dû à certaines de leurs propriétés héréditaires et que ça finit par changer le profil des populations. Alors le développement, voilà, je vous ai pris le développement de l'oursin, je vous ai mis aussi certaines en haut à gauche, et puis deux autres
d'autres types de développement en bas à droite. Voilà. Ce qui m'intéresse ici, c'est que la science du développement a vu une querelle quand même assez connue, qu'on appelle la querelle entre les épigénéticistes et les préformationnistes au XVIIIe siècle, qui est une querelle sur comment on fait sens du temps dans le développement. Alors en gros, le préformiste, c'est celui qui dit, pour prendre la chose la plus caricaturale, que le développement, c'est juste le dépliement d'une miniature d'individu à l'intérieur de l'œuf. Alors c'est la théorie extrême qui s'appelle celle de la préexistence des germes. Donc vous prenez une vache, cette vache, elle était en petit dans les ovaires de sa mère, et la mère était elle-même en petit dans l'ovaire de sa mère, et ainsi de suite. Donc vous aviez une sorte de poupée russe. Alors bon, il y a tout un tas d'aspects complexes métaphysiques de cette théorie, et puis mathématiques aussi. Il faut avoir un espace actuellement infini, c'est pour ça que Leibniz pensait ça par exemple. Bon, vous avez des versions moins, qu'on dirait maintenant caricaturales du préformisme, par exemple Bonnet parlait plutôt de disposition plutôt que de préexistence des individus. Et ce sont des théories qui ont été motivées en particulier par l'avènement de la microscopie, le fait en regardant dans la semence, on voyait on a vu les spermatozoïdes et on s'est dit, ah bah tiens, ça on dirait des petits animaux. Donc peut-être que si on verrait mieux, ils auraient la figure de l'adulte qui va naître de l'œuf en question. Et s'affrontaient les épigénétistes, c'est-à-dire les théories qui supposaient qu'en fait il n'y a rien de préformé, mais que l'œuf, l'adulte, se forme par le jeu des forces à l'intérieur de l'œuf et à l'extérieur de l'œuf, pour aller vite. Alors il y a un livre classique là-dessus, qui est le livre de Jacques Rochet sur le problème de la génération. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'évidemment, vous avez deux temporalités différentes. Dans le préformisme, tout est dans l'œuf. C'est exactement ce que Bergson disait en parlant des philosophies qui nient la durée. C'est que tout est déjà dedans, puis le reste, c'est juste du dépliement. Et alors que dans l'épigénétisme, tout se construit. Les épigénétistes ont un problème majeur, c'est de quand même rendre compte du fait que les poulets donnent des poulets. C'est qu'à coup sûr, un poulet devient un poulet. Si tout dépend des forces environnantes, c'est pas évident. Alors, historiquement, on dit souvent que le préformisme nous semblait complètement pré-scientifique, c'est totalement métaphysique, puisqu'au fond, tout ce qu'il a expliqué, vous dites, voilà, c'est dans l'œuf initial à l'époque d'Adam, donc voilà, c'est Dieu qui l'a mis, ok, d'accord. L'embryologie descriptive, alors je vous donne quelques noms, c'est Kaspar Wolff, la théorie de la génération. Les historiens de la philo s'intéressent beaucoup au rapport entre ces gens-là, la biologie allemande, Kant, les kantiens, etc. Il y en a beaucoup. Mais en tout cas, c'est une discipline qui s'appelle l'embryologie descriptive. Et donc, je vous ai mis des planches de Haller, qui a été l'un des premiers à observer les différentes phases de la genèse des plantes et puis des poulets. Au microscope, et a montré qu'en fait, l'argument phare des préformistes, c'était de dire, oui d'accord, on ne voit pas l'individu en miniature dans l'œuf, mais c'est parce qu'il est trop petit. Mais si on voyait bien, on verrait. Et Wolff dit, c'est faux, parce que en fait, si on regarde, c'est quelque chose de fondamental en embryologie, si on regarde, ce qu'on voit, c'est en particulier à la place du cœur, qui était censé être l'organe qui se forme en premier, si on regarde à la place du cœur, ce qu'on voit, c'est autre chose. Donc il y a déjà autre chose. Donc il ne peut pas y avoir un cœur invisible en miniature. Et scientifiquement, ce qui est important, c'est le fait que l'embryologie tourne autour, à partir de là, de l'existence d'organes transitoires, ce qui est quelque chose que les préformistes n'avaient pas pensé. Donc voilà, en général, on dit l'épigénétisme a gagné. Après, vous avez eu l'Entwicklungsmechanik, l'embryologie mécaniste des Allemands, Hies, Roux, à la fin du XIXe siècle. Néanmoins, en fait, philosophiquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on peut tout à fait dire que le préformisme, c'est quoi? C'est la présupposition qu'il existe une forme antécédente au développement. Alors en langage moderne, ça s'appelle information, et c'est pas du tout absurde. L'épigénétique, c'est la reconnaissance du fait que sans un rôle causal, instantané, enfin moment après moment, et régulier, donc qui suit certaines lois, vous n'avez pas de développement. Donc c'est, pour dire vite, la forme et les forces. Et certes, le préformisme de Malebranche est une théorie réfutée, mais au sens très large de ces deux affirmations-là, on est préformiste et on est épigénétique. Et d'ailleurs, tous les gens qui critiquent les dictates, entre guillemets, de la génétique sont des gens qui crient au préformisme. Ils disent la génétique contemporaine, c'est des préformistes, ils pensent que tout est dans l'ADN, etc. Alors qu'en fait, il y a de l'épigénétique. Le mot n'est pas un hasard, ça vient de là. L'épigénétique, c'est la régulation de l'expression des gènes, entre autres.
Voilà, et évidemment, on a besoin d'épigénétique parce que sans épigénétique, toutes nos cellules ont exactement les mêmes gènes, donc on ne comprendrait absolument pas pourquoi on ne serait pas un bloc. Hein. Il faut comprendre pourquoi les cellules se différencient, et ça, c'est l'épigénétique qui joue ce rôle. Bon, alors, donc c'était juste pour vous parler de deux schémas temporels dans la biologie du développement. Bon, alors, évidemment, on sait que la biologie, rien ne fait sens en biologie, excepté à la lumière de l'évolution. L'évolution introduit le temps très très long dans les sciences de la vie. Hein. Je vous rappelle qu'à l'époque de Buffon, la Terre avait entre 6 et 15 000 ans, donc c'est quand même pas beaucoup. Et donc à partir de l'avènement de la biologie évolutive et de la géologie, on a une très grande profondeur temporelle, et on a ce que Lovejoy, qui dans The Great Chain of Being, qui est un grand livre sur la chaîne des êtres, appelait la temporalisation de la chaîne des êtres. Hein. Alors, je ne le prends pas au sens de Lovejoy, parce que Lovejoy parlait de Lamarck, donc c'est raté. Mais au sens de Darwin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les catégories qui constituent la biologie prennent un sens temporel. Alors, en particulier, en général, la classification, vous savez que la classification des vivants qui existait bien avant Darwin prend un sens temporel. X est proche de Y, plus proche de Y que de Z veut dire X et Y ont un ancêtre commun que non pas X, Y et Z. Okay, donc c'est la proximité dans la classification devient une proximité temporelle. Et par ailleurs, la sélection naturelle explique l'adaptation, c'est une autre thèse darwinienne fondamentale. Ce qui veut dire que si vous dites, par exemple, les cils de mes yeux sont une adaptation pour enlever les poussières, etc., qu'est-ce que vous faites un énoncé sur le passé? Vous dites, les cils de mes yeux résultent de la sélection naturelle. Donc c'est ça la des énoncés dans la biologie de l'évolution. Alors, à partir du moment où Darwin est devenu moderne, c'est-à-dire qu'on a eu la théorie qui s'appelle la théorie moderne de l'évolution, la théorie synthétique de l'évolution ou synthèse moderne, on appelle ça synthèse moderne parce que c'est la synthèse de la thèse darwinienne de l'évolution par sélection naturelle et de la thèse et de la génétique mendélienne, hein, puisque Darwin parle tout le temps d'hérédité, mais il n'avait pas la bonne théorie de l'hérédité. C'est Mendel qui l'avait, pour dire vite. Et donc, notre savoir du processus de l'évolution par sélection naturelle est donné par les modèles de ce qu'on appelle la génétique des populations, c'est-à-dire quelque chose qui avant tout traite initialement de ce qu'on appelle la microévolution, donc l'évolution d'une population, d'une espèce. L'exemple type, c'est, je pense que vous connaissez cette histoire, les papillons, hein, la phalène du bouleau, voilà, c'est une sorte de papillon, ils étaient surtout blancs, hein, au mi-19e siècle, et puis il y avait quelques noirs, et puis à un moment donné, ils sont devenus plutôt noirs. Et pourquoi ils sont devenus plutôt noirs? Parce qu'avec avec l'industrialisation, il y a eu la pollution. Avec la pollution, les arbres sont devenus plus sombres. C'était des bouleaux, hein. Et quand les arbres deviennent sombres, les papillons blancs deviennent beaucoup plus visibles, donc se font manger, et donc les papillons noirs sont avantagés, on dit ils sont sous sélection naturelle, et puis la population devient noire. Donc l'espèce a changé. L'espèce a changé, et c'est un exemple type parce que, d'une part, c'est un des rares cas, un des premiers cas empiriquement avérés de sélection naturelle, et d'autre part, et surtout, c'est ce qu'on sait de l'évolution par sélection naturelle, les modèles qu'on a, c'est pas, par exemple, l'évolution des dinosaures, hein, ou l'évolution des dinosaures, du tyrannosaure au poulet, par exemple. Non, c'est la microévolution, c'est-à-dire l'évolution d'une population ou de quelques populations d'une espèce. Voilà. Et ensuite, à part ces processus, on sait qu'ils aboutissent parfois à la spéciation, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles espèces. Et au-delà du niveau de la spéciation, on a ce qu'on appelle la macroévolution. Et la question ouverte, et j'en parlerai, c'est est-ce que c'est les mêmes processus? Mais en tout cas, ce qu'on connaît bien, c'est la microévolution. Que dit la théorie synthétique? Elle dit, pour dire vite, je prends une phrase de Huxley. Alors, la théorie synthétique de l'évolution, ça s'est construit, les historiens ne sont pas d'accord si c'est construit entre 1930 et 1950 ou entre 1940 et 1980. Il y a un petit flou sur les dates. Mais bon, le noyau de la théorie, c'est ce que Huxley, qui a formé la locution évolution, la synthèse moderne, écrit à Ernst Mayr, qui est un des quatre principaux fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution. Je vous ai mis les livres fondateurs de la théorie synthétique de l'évolution. Donc Huxley écrit, c'est quoi ces gens étaient d'accord sur presque rien, sauf sur une affirmation, celle-ci, la sélection naturelle agissant sur la variation héritable
fournis par les mutations et la recombinaison des gènes, enfin de l'ADN, on dirait maintenant, mais d'une population d'une constitution génétique mendélienne, donc qui suit les lois de l'hérédité mendélienne, hein, est l'agent principal de l'évolution biologique. Donc vous avez deux choses dans la théorie de l'évolution. Vous avez une population mendélienne, donc une population dont l'hérédité suit les lois de Mendel, hein, pour dire vite, donc c'est la génétique discrète, et la sélection naturelle qui est l'agent principal de l'évolution, et donc de l'évolution adaptative, et donc de la diversification adaptative, et donc de beaucoup de choses que vous voyez dans le monde vivant. Et qui dit la sélection naturelle, elle a lieu, c'est quoi? C'est un processus qui a lieu à partir du moment où vous avez des individus, dans une population d'individus qui ont des propriétés variables, par exemple des grandes girafes et des petites girafes. Ces propriétés sont héritables, c'est-à-dire que les grandes girafes ont tendance à faire des grandes girafes, pour dire vite, hein. Et ces propriétés ont un effet sur les chances de reproduction, c'est-à-dire que les grandes girafes vont manger plus, donc vivre plus, donc se reproduire plus que les petites girafes. Quand vous avez ces trois propriétés, hein, héritabilité, variation, et la troisième, on l'appelle propriété de fitness, mais je ne vous explique pas pourquoi. C'est-à-dire les propriétés en question agissent sur les chances de reproduction, hein, c'est quand même fondamental. Vous avez ce qu'on appelle sélection naturelle. Ok. Ce qui m'intéresse ici, c'est que donc Fischer, qui est l'un des fondateurs de la génétique des populations, qui est la base de la théorie synthétique de l'évolution, a proposé un théorème qu'il a appelé avec modestie le théorème fondamental, et qui est censé vous donner l'équivalent en biologie de l'entropie en thermodynamique, c'est-à-dire une directionnalité du temps. Alors c'est quoi le théorème de Fischer? C'est une formulation très simple qui vous dit, bon, la fitness en gros c'est le nombre attendu de descendants, hein, donc vous avez une population, vous avez des individus, ils ont un nombre probable de descendants, donc vous pouvez calculer la fitness moyenne de la population. Et le théorème vous dit que le changement entre deux générations, hein, le changement de la fitness moyenne de la population qui est due à la sélection naturelle est égal à la variance génétique additive. Bon. Alors, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que la variance génétique additive, une variance par définition, c'est positif. Donc vous avez une égalité entre le changement de la fitness et une valeur positive. Donc le changement de fitness de génération en génération est toujours positive. Donc la sélection naturelle, de génération en génération, augmente la fitness de la population. C'est pour ça qu'il pensait que son théorème était fondamental. Hein, alors parfois on représente ça comme ça, vous imaginez que donc vous avez plusieurs gènes, hein, vous avez en général vous avez beaucoup plus de dimensions que ça, mais vous imaginez que chaque individu a une certaine valeur, mettons, on appelle ça un certain allèle du gène A, une certaine valeur du gène B, puis leur donnée, c'est la fitness de la population. Bon. Alors une population, à un instant donné, ça va être un nuage de points, okay. Et ce que vous dit Fischer, c'est que la sélection naturelle a tendance à faire monter le nuage de points, puisque forcément, elle produit un changement qui est positif. Alors Fischer n'était pas idiot, il sait bien que parfois, les populations, le changement n'est pas très adaptatif, parce qu'il existe un terme qu'il appelle la détérioration de l'environnement, qui est tel qu'il peut contrebalancer l'effet de la sélection. Mais l'idée, c'est de montrer que dans la sélection naturelle, il y a une tendance à... Waouh. Voilà. Il y a une tendance à la... il y a une directionnalité, et Fischer fait... un parallèle strict entre ça et le second principe de la thermodynamique. Hein, il dit c'est un théorème analytique, c'est mathématiquement démontré. Ça démontre une tendance dans quoi? Dans un collectif de gènes, alors qu'en mécanique statistique, vous avez des collectifs de particules. Hein, donc, c'est l'idée que il y a une irréversibilité qui émerge au niveau des populations de gènes, donc de la génétique des populations. Exactement comme certains philosophes pensent que l'irréversibilité du temps émerge au niveau de la thermodynamique grâce à l'entropie. Alors, sauf que c'est une directionnalité du temps complètement inverse, puisque c'est une directionnalité du temps vers l'adaptation, vers ce que parfois les biologistes appellent le design, en fait, en reprenant un terme de théologie naturelle. Et cette directionnalité provient
simplement du fait que vous avez héritabilité dans les populations vivantes, ce qui est une propriété des populations vivantes, et variation. Alors, je passe pas mal de choses. Je voulais juste dire deux choses. La première, c'est que cette idée de créativité de la sélection naturelle, en fait, et même chez les biologistes qui n'étaient pas du tout d'accord avec Fischer, les biologistes de la théorie synthétique, du darwinisme classique, s'accordaient en fait à dire que c'est l'une des propriétés fondamentales de la sélection. C'est-à-dire que souvent, naïvement, on pense que la sélection, c'est l'élimination des plus faibles. Et que donc, en fait, des moins bons, des mal adaptés, etc. Et ce que ces gens essayaient de penser par diverses manières, donc je ne veux pas ce que faisaient les autres, c'est qu'en fait, non, la sélection, ce n'est pas juste un filtre. C'est aussi, d'une certaine manière, créatif. Voilà. Alors, à partir de là, je voulais dire deux choses, donc je vais les résumer. La première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a une manière qui a été faite traditionnellement pour essayer de parler du devenir créatif en biologie, c'est de faire un parallèle entre l'évolution, enfin, entre la phylogénèse, donc l'apparition de nouvelles espèces, et l'embryogénèse, donc le développement d'un individu. Alors ça s'appelle la loi de récapitulation. On dit l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que pour un historien des sciences, c'est une loi qui a été énoncée avant l'évolution. Elle a été énoncée par Meckel et Serre, qui étaient des embryologistes, qui comparaient non pas la phylogénèse, puisqu'ils ne savaient pas que ça existait, mais la classification d'un côté et l'ontogénèse. Et ils se disaient, ah tiens, c'est marrant, les poissons, ça ressemble à une phase du développement des humains, les oiseaux, ça ressemble à une autre phase du développement des humains, les vers aussi, etc. Bon. Et ensuite, ça a été réfuté par donc von Baer, qui est l'un des principaux auteurs de l'embryogénèse, en fait, von Baer en 1828, et ça a quand même été repris par Haeckel, qui était un vulgarisateur de Darwin, sous la forme qu'on connaît, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, qu'il a appelée loi biogénétique. Donc c'est curieusement quelque chose qui a été réfuté, mais repris. Et repris pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est cette tendance qu'ont eu beaucoup de biologistes, à la fois d'accepter l'évolution darwinienne, mais de vouloir la repenser dans un cadre progressif. Il y a un progrès de l'amibe à l'homme occidental blanc. En général, c'est l'idée de Haeckel. Et donc, ils essayaient de penser la créativité du vivant, en fait, et du temps du vivant, à partir de ce parallèle avec l'ontogénèse, alors qu'en fait c'est faux. Alors qu'en fait ce qui est vrai, c'est que vous avez des parallèles non pas entre les stades adultes des différentes espèces et les stades embryonnaires, mais entre les stades embryonnaires des différentes espèces et les stades embryonnaires du développement d'une espèce donnée, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'en fait on partage le début du développement avec... on partage avec les vertébrés le début du développement, on partage un plus petit bout du début du développement avec les chordés en général, et encore un plus petit bout du développement avec, etc. Donc effectivement, les stades développementaux se répètent. Mais par contre, notre développement ne reproduit pas le développement général de la biosphère, et surtout, le développement de la biosphère n'est pas le progrès qui va du zygote à l'adulte. Donc la théorie synthétique, si vous voulez, a essayé de penser avec Fischer et avec d'autres manières dont je n'ai pas parlé, une autre manière de donner naissance à la créativité du temps dans l'évolution. Alors ça, je passe. Et la chose que je voulais dire, c'était en fait... je passe tout ça. Et c'était voilà, c'était cette idée que, au fond, si on suit Fischer, qu'est-ce qui est spécifique qu'est-ce qu'il faut pour avoir le théorème qu'est-ce qu'il faut pour avoir le théorème fondamentale de la sélection naturelle? Il faut des populations qui ont des propriétés héritables et variables, aléatoirement variables en fait. Et en fait, si on prend les échelles du changement biologique, vous avez des domaines théoriques, vous avez donc les microévolutions, la macroévolution, l'écologie, et il y a quelque chose qui est très frappant, c'est qu'à chaque fois, vous allez avoir de la variation stochastique. C'est-à-dire qu'en fait, souvent en physique, vous avez de la variation à un étage, mais elle est supprimée. Elle est supprimée souvent pour des raisons purement mathématiques qui est ce qu'on appelle le théorème de limite centrale. C'est-à-dire que
vous moyennez en quelque sorte contre la variation. Et il y a quelque chose d'assez intriguant en biologie, c'est qu'à toutes les échelles, vous avez du stochastique. Vous avez du stochastique, alors en particulier, vous avez les mutations aléatoires de gènes. Au niveau de la génétique des populations, vous avez ce qu'on appelle la dérive génétique aléatoire, c'est-à-dire que si vous avez des petites populations, en fait, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il n'y aura peut-être pas ce que la sélection naturelle prédit. Au niveau de l'écologie, on a montré depuis une vingtaine d'années qu'il y a aussi de la dérive aléatoire. C'est-à-dire qu'il est faux de penser qu'à chaque fois, la biodiversité s'explique par l'adaptation, que vous avez des arbres ici parce que, sur le sol humide parce qu'ils sont bons pour le sol humide et des arbres sur le sol sec parce qu'ils sont bons pour le sol sec. C'est assez souvent des résultats de processus purement stochastiques. Donc, vous avez de la stochasticité récurrente à toutes les échelles. Et d'une certaine manière, cette stochasticité explique donc que vous avez de la variation aléatoire. Et si vous avez de la variation aléatoire et de l'héritabilité, vous avez de la sélection naturelle et vous avez la créativité de la sélection naturelle, comme dans le théorème de Fischer. Voilà, c'était l'hypothèse un petit peu spéculative, donc je vais m'arrêter là. Le reste de ce que je voulais dire était sur le fait que ces échelles sont découplées, parce que si elles sont couplées, enfin, on suppose, pardon, que ces échelles sont découplées. On suppose que, par exemple, notre développement va aussi vite que, va beaucoup plus vite que l'évolution des hominidés, par exemple. Et si on ne le supposait pas, on ne pourrait pas faire de modèle, parce que qui dit des modèles dit il faut fixer quelque chose comme variant, pour essayer de penser les lois du changement du reste. Mais évidemment, tout change. Mais donc, il faut qu'il y ait des choses dont on pense qu'elles changent moins vite pour les faire la simplification qu'elles sont immobiles. Alors, et je m'arrêtais avec le problème que parfois, ces découplages d'échelle de temps ne marchent pas. Et surtout si on pense que le développement ne s'arrête pas à mon enveloppe corporelle, mais le développement, c'est aussi la modification de mon environnement, ce qu'on appelle désormais en biologie de l'évolution la construction de niches. Alors, vous avez un énorme exemple, et je m'arrête là. C'est la chose la plus dramatique de l'histoire de la vie, le grand événement d'oxygénation, c'est-à-dire il y a 2 milliards d'années. Il y a des bactéries aquatiques, les cyanobactéries, qui ont émis de l'oxygène, et puis ensuite les algues vertes, qui, via la photosynthèse, ont émis de l'oxygène. Avant, il y avait très peu d'oxygène. Et elles ont émis de l'oxygène en émettant de l'oxygène, elles changent leur environnement exactement comme les castors qui font des barrages et qui donc changent leur environnement. Okay. Ce changement de l'environnement, on peut penser que c'est la manière dont les cyanobactéries ont construit leur niche. Ça a mis 500 millions d'années. Donc c'est très long. C'est une échelle de temps évolutionnaire. Donc si on pense la construction de niche des cyanobactéries comme une partie du développement des cyanobactéries, on a un exemple clair de changement développemental qui est aussi à la même ordre de l'échelle au même ordre de grandeur que l'échelle de temps du changement évolutionnaire. Et on a un problème de couplage entre échelles de temps. Ça devient assez difficile à penser. Voilà, donc je termine là. C'était beaucoup trop long. Et je remercie donc en particulier 2 personnes qui m'ont beaucoup inspiré, qui ne sont pas là. Antini Nikoglou, qui a écrit sur le développement dans le chapitre... dans le livre dont j'ai parlé, et Arnaud Pocheville qui a écrit des choses remarquables sur ces questions de développement et de construction de niches comme développement continué et d'échelle de temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci.